Je vais vous présenter mon sujet, le monde dans la ville intelligente. La révolution numérique a entraîné une transformation profonde du monde dans lequel nous vivons et donc des villes qui font également partie de cette évolution. Ce sont les nouvelles énergies et technologies qui rendront possible cette transformation en laissant de côté la réalité que nous connaissons aujourd'hui pour nous conduire à une réalité beaucoup plus efficace et durable. Et c'est là où l'intelligence artificielle sera chargée de nous fournir une information claire et concise sur la façon dont la vie des citoyens va changer. La vie quotidienne sera beaucoup plus facile parce que l'intelligence artificielle va permettre de répondre aux besoins des habitants, comme c'est déjà le cas dans la mobilité grâce aux données mises à disposition par les différentes applications comme Citymap, Google Maps, entre autres. Et c'est dans ces contextes-là que je me pose la question, est-ce que la ville du futur est une ville inclusive? C'est-à-dire, l'être humain devra faire face à des défis sans précédent auxquels ils ne sont pas tous préparés et pour lesquels ils ne disposent pas tous encore des outils technologiques et ou des connaissances nécessaires pour faire face à ces nouveaux défis. Donc, c'est en regardant la situation actuelle qu'on trouve une partie de la société qui a été mise de côté dans cette ville numérique. C'est à ce moment-là qu'on parle des fractures numériques, c'est-à-dire les inégalités d'accès aux technologies numériques. Ces inégalités sont de trois ordres, économiques, éducatifs et social. En ce qui concerne l'aspect économique, touche les personnes qui n'ont pas accès à Internet en raison du manque d'infrastructures dans leur lieu géographique et aussi des personnes qui n'ont pas accès à Internet en raison du manque des ressources économiques pour l'acquisition d'un objet numérique. Par rapport à l'aspect éducatif, on trouve les personnes sans connaissance technologique de l'utilisation d'objets numériques et social, les personnes qui n'ont aucun intérêt à apprendre à utiliser ces objets. On parle aussi d'un fossé aux handicaps. Donc, une personne avec un handicap, quel qu'il soit, est confrontée à l'isolement. Et les numériques nourrit encore plus cet isolement. Pour répondre à cette question, je vais commencer par analyser comment trois villes intelligentes luttent contre la fracture numérique. Donc, j'ai choisi la ville de Singapour parce qu'elle est en tête des classements des villes intelligentes au monde. Montréal, qui fait partie des 10 premières, est pas une ville qu'on connaît bien, mais qui n'est pas bien classée par rapport aux autres. Lorsqu'on analyse la démarche contre la fracture numérique sous l'angle économique, les trois villes disposent d'une infrastructure adaptée aux attentes. Cependant, Singapour, on constate que Singapour est en tête en ce qui concerne l'accès à Internet, puisqu'elle offre à ses habitants une connexion gratuite pendant 3 ans pour les personnes à faibles ressources économiques. Alors que Paris et Montréal ne disposent que des subventions. Il en va de même pour l'accès à un objet numérique, comme une tablette, un ordinateur ou un téléphone, grâce aux aides mises en place par l'État. Tandis que Montréal et Paris dépendent des collectes de dons d'objets des secondes mains. En ce qui concerne l'aspect éducatif, lorsqu'on parle de littérature numérique, c'est-à-dire l'accès à la formation dans les domaines de la technologie,
Singapour offre à ses habitants différentes manières d'apprendre à utiliser les applications des services publics et des réseaux sociaux, entre autres. Aussi en ligne, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la manipulation de ces outils, pour les restes en présentiel. Et pour les plus avancés, la possibilité de s'immerger encore plus dans la technologie avec des cours spécifiques qui sont promulgués lors d'événements dédiés à susciter l'intérêt pour ce sujet. Montréal et Paris proposent uniquement des cours sur place dans des espaces publics tels que des bibliothèques ou des centres culturels, comme on connaît par exemple avec la bibliothèque du centre Pompidou, où on trouve des cours en présentiel pour les gens qui ont envie de connaître ou d'apprendre à utiliser les différents outils numériques. Un autre point important et un défi majeur pour les villes qui veulent dématérialiser les services publics est la complexité de ces services. Par exemple, Singapour gère bien cette question grâce à la mise en place d'une application qui regroupe tous les services de la ville et qui permet la personnalisation en fonction des besoins de l'individu. Cette application est facile à comprendre et attire l'attention grâce à son graphisme. Par contre, par exemple, si on parle de la ville de Paris, on pourrait dire que c'est en deuxième position grâce à l'intention de garder les mêmes styles et la même simplicité d'utilisation, afin que l'utilisateur puisse se retrouver quand les sites vous redirigent vers un autre site. Il y a d'ailleurs plusieurs sites du gouvernement qui proposent de se connecter avec les mêmes modes de passe. Mais par contre, il y a un point à améliorer, c'est la langue. On sait que Paris est une ville qui accueille beaucoup d'immigrés qui ne parlent pas et ne comprennent pas correctement le français. Donc, les sites devraient fournir l'information au moins en anglais. Montréal, par exemple, pour faire une démarche administrative dans la ville de Montréal, vous avez un site d'internet qui réunit tous les différents services, mais une fois que vous avez trouvé les services que vous cherchiez, vous allez être redirigé vers un autre site d'internet. Et les graphiques du site en lui-même est sobre, il manque de clarté dans l'information et donc difficile à comprendre. En ce qui concerne l'aspect social, c'est Montréal qui arrive en tête, car de toutes les villes étudiées, on pourrait dire qu'elle est la plus humaine, avec une démarche qui incorpore les citoyens dans la participation à la conception de la ville et ses services. Comment, à travers des enquêtes téléphoniques en ligne et des ateliers entre les citoyens et les représentants, qui établissent une liste des critères à respecter dans le développement de la ville. En analysant les trois villes, on voit que la position des personnes handicapées n'est pas très présente. Donc ça, c'est un point faible de ces trois villes. Et après, il faut parler aussi qu'il faut gérer, il faut savoir générer un intérêt dans la population pour que les habitants, les citoyens de la ville puissent intégrer dans la vie quotidienne la technologie. Et ça, on le voit plutôt bien géré dans la ville de Singapour.
Comment cette ville de Singapour a fait pour gérer l'intérêt dans ses habitants? Cette ville attire la population en créant des emplois autour de ces thèmes et aussi d'événements qui font connaître toutes les nouveautés technologiques. Une autre façon, peut-être un peu contradictoire, est de penser que la technologie elle-même pourrait générer de l'inclusion dans une société entourée d'inégalités. Un exemple de ça, c'est le projet MAP GRI en Afrique. Il s'agit d'un quartier qui n'apparaissait pas sur les cartes telles que Google Maps. Et avec la technologie, ils ont trouvé la manière de résoudre ces problèmes. Comment formant les habitants du quartier pour qu'ils puissent eux-mêmes intervenir dans la création de la carte et en même temps apprendre à utiliser les objets numériques, notamment l'ordinateur. Avec toute l'analyse que j'ai fait, je peux conclure en disant qu'une ville à la fois intelligente et humaine devrait répondre à certains critères. On commence par dire que cette ville devrait avoir une bonne couverture fixe et mobile dans les territoires, un accès gratuit à Internet pour les personnes qui ne disposent pas des ressources économiques nécessaires, un accès gratuit aux objets numériques pour les personnes qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires. Et là, on pourrait dire qu'une méthode serait la collecte d'objets numériques désaffectés ou les prêts d'objets numériques. Quand à la partie de la littérature numérique, à l'aspect éducatif, on pourrait avoir des cours en présentiel, non seulement dans les espaces culturels tels que les bibliothèques, les centres culturels, etc., mais aussi dans l'espace public afin de toucher un public plus direct. Et aussi des cours numérisés en plusieurs langues sur Internet et aussi dans les applications mobiles pour pouvoir lutter contre la fracture numérique dans la partie de la langue. Aussi des événements, des salons dédiés à apprendre le numérique avec des personnes formées au numérique. Et aussi, quand à la conception de la ville, une conception commune des services numériques entre citoyens et représentants de la ville. Donc, donner la place à l'opinion de l'utilisateur afin d'obtenir un service facile à comprendre, qui attire l'attention, et aussi développer des prototypes pour que l'utilisateur puisse tester ses produits avant du résultat final. Aussi de conserver un support téléphonique pour toutes les démarches administratives en ligne pour pouvoir accompagner l'usager. Et aussi, quand on parle de l'aspect social, développer des propositions technologiques permettant d'intégrer les personnes souffrant de différents handicaps dans la conception de la ville. Par exemple, des services d'aide au numérique adaptés aux handicapés. Et une conception de la ville et des services numériques entre citoyens et représentants de la ville avec des enquêtes en ligne, face à face, en présentiel, et par téléphone. Mais aussi, comme on a vu avec la ville de Montréal, des ateliers pour la discussion des propositions par rapport à la conception de la ville. Un autre point important qu'on avait vu, c'était de promouvoir l'intérêt dans l'utilisation du numérique. Donc, comment on peut faire ça par la création d'emplois
d'emplois liés à l'intelligence artificielle, à la technologie en elle-même, et en créant des événements pour connaître les offres de la technologie et aussi ces emplois liés aux TIC. Une autre façon de promouvoir l'intérêt, c'est en utilisant les médias, les publicités distribuées dans la ville, etc. Et en tant qu'étudiante en architecture et en urbanisme, ma réponse à ces problèmes commencerait par une analyse du contexte urbain actuel. Où trouver dans la ville l'aspect humain qui est un peu diffus dans les concepts des villes intelligentes. Où est-ce qu'on trouve ça? Tout d'abord dans l'espace public. Une idée serait d'utiliser l'immobilier comme support pour tous les services offerts par la ville intelligente, en permettant à tous les usagers de la ville d'y accéder de manière facile. Ou continuer à développer les démarches déjà en cours, comme par exemple lorsque nous allons dans les bibliothèques publiques et nous trouvons en libre utilisation les matériels informatiques, par exemple les ordinateurs. Pour ne pas répondre, pourquoi ne pas répondre à cette possibilité d'être connecté dans un lieu où l'accès est moins contraint et où nous sentons plus à l'aise? On pourrait parler d'un support à la portée de tous dans les parcs, promenades, jardins, places, stations de métro, gares, etc. Et si on voit, bien que la cité d'architecture et patrimoine ait déjà commencé à proposer des idées pour développer les écoles mobiles permettant aux citoyens d'apprendre à utiliser le numérique dans l'espace public. Par exemple, là, comme on voit avec les concours Minimos 7 de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, ces espaces doivent être mis en œuvre dès maintenant, car sans citoyens sachant utiliser les numériques, aucune ville intelligente ne peut se développer. Une solution au problème de la fracture numérique consisterait à mettre à disposition dans l'espace public, par exemple, des boutiques physiques où les citoyens peuvent se rendre pour obtenir de l'aide dans les démarches administratives, par exemple, ou pour apprendre à utiliser une application, où ils peuvent avoir aussi un accès gratuit aux services d'Internet et emprunter par exemple un objet numérique. Pour conclure, nous ne pouvons pas penser à une ville intelligente si nous n'avons pas réfléchi à tous les aspects de ce que cela implique. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir à ses avantages, mais aussi à ses inconvénients. Merci beaucoup.